Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver. Nous sommes le 29 septembre 2021. Voici les titres du jour. Le comité technique de concertation de l'initiative présidentielle a assuré à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour est à pied d'œuvre pour l'opérationnalisation du projet. Bilan et recommandations ont fait l'objet de la première rencontre de cette année des acteurs du dit programme. Le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina Faso exige du gouvernement l'application de la loi 081 portant statut général de la fonction publique, une loi adoptée en faveur des travailleurs mais qui, selon le syndicat, ne profite pas à tous. En République démocratique du Congo, une commission d'enquête indépendante dénonce des faits de violence sexuelle commises par des agents de l'Organisation mondiale de la santé. Ces derniers étaient censés intervenir dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Le président du Faso, Rochma Christian Kaboré, a accordé ce matin une audience à l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en fin de mission dans notre pays. L'ambassadeur a saisi l'occasion pour traduire sa gratitude au président du Faso et remercier également le gouvernement et le peuple burkinabé pour tout le soutien dont il a bénéficié pendant ces 5 dernières années. Revenant sur la coopération bilatérale entre les deux pays, le diplomate ivoirien a indiqué que les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont au beau fixe. Écoutez Kapieletian Soro, le diplomate ivoirien, à sa sortie d'audience. Je pense qu'il faut retenir qu'à la sortie de la grande crise que nous avons connue en Côte d'Ivoire après l'élection de 2010 et qui a traîné jusqu'à 2015 par là, aujourd'hui, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont au beau fixe. Et nous sommes fiers d'avoir modestement contribué à notre humble niveau à la promotion, au développement et à l'épanouissement de ces relations. Vous avez bien sûr suivi les différents sommets du TAC, le traité d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Ces réunions ont permis de faire le tour de tous les protocoles d'accord, ceux qui étaient en sommeil et ceux qu'il fallait actualiser ou les nouveaux qu'il fallait négocier. Tout cela a été fait dans une ambiance fraternelle et très, très, très encourageante parce que chaque année, quand on se retrouve à l'occasion du TAC, soit à Yamoussoukro, soit à Ouagadougou, les deux gouvernements se réunissent, les experts d'abord, ensuite les ministres et les chefs de gouvernement et enfin les chefs d'État. Et ces réunions ont permis de poser les bases d'une relation de coopération bilatérale très solide. Aujourd'hui, le TAC a donné des fruits dont chacun peut voir le résultat, notamment dans les infrastructures, mais avant tout la fluidité, même si les frontières sont momentanément fermées à cause du Covid, mais il est beaucoup plus relax aujourd'hui entre nos deux pays, entre nos deux peuples, de parler de certains points, même des questions qui fâchent. On arrive à les poser plus aisément sur la table pour en parler en famille. Le dialogue politique qui a repris ce 27 septembre entre la majorité présidentielle et l'opposition politique a refermé ses portes donc ce 28 septembre 2021. Au cours de ces 48 heures, majorité et opposition ont trouvé des points de consensus, notamment sur le problème de sécurité, de réconciliation nationale et sur la révision du code électoral au minima. Nous vous proposons d'écouter les deux coprésidents du dialogue politique, Vincent Dabilgou de la majorité et Gilbert Noël Ouedraogo du CEFOP. Ils sont au micro de Michael Tougri. En ce qui concerne les maires, nous avons compris qu'il va falloir que nous changeons de mode électoral. Parce que les conflits ont été nombreux. Les mésententes, il y a eu des casses, il y a eu même des morts. On ne peut pas, avec la politique, continuer à enregistrer des coûts humains de plus en plus élevés. Et c'est pour ça que la classe politique, nous nous sommes engagés à dire que pour le choix des maires, nous allons le faire par donc, un vote au suffrage universel direct uninominal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, véritablement, pour chaque commune, chaque parti politique doit désigner son maire et dire que c'est lui-là qui sera notre maire. Pour nous, au niveau de la majorité, nous avons dit que, clairement, le président du Faso a affiché et a même s'est engagé à faire en sorte que, compte tenu donc des difficultés que nous avions sur cette question, il était bon que nous puissions faire la réforme pour engager le processus
à faire en sorte que les maires soient élus au suffrage universel direct pour ces élections de 2022. Alors pour l'opposition, ils pensent que nous ne sommes pas encore prêts et qu'il va falloir travailler davantage. Et ils projettent que ça puisse se faire aux prochaines élections en 2027. C'est un point de divergence et que naturellement le président du Faso va arbitrer. Nous avons abordé la question de la réconciliation nationale. Sur le volet de la réconciliation nationale, le ministre d'État nous a fait le point d'étape par rapport à tout ce qui a été fait sur le terrain. Nous avons également là salué les efforts qui sont faits et nous avons pris l'engagement de travailler tous pour que cette réconciliation ait lieu sous de meilleurs auspices. Vous savez que le forum est prévu pour se dérouler en janvier 2022. Nous avons abordé le cas des exilés et nous avons posé des questions sur la démarche qui est celle qui sera entreprise. Et le gouvernement a précisé que sa démarche concerne donc le triptyque vérité, justice et réconciliation nationale. L'opposition a souhaité que dans le cadre de la recherche de l'apaisement, qu'on puisse avoir une suspension des dossiers en cours de sorte à ce que tout cela puisse être reversé dans le cadre du processus de réconciliation nationale. À cela, il a été répondu que ça se fera en fonction donc du triptyque qui a été indiqué. Mais n'en demeure pas moins que l'opposition a tenu à affirmer donc sa volonté de voir cela pris en compte et s'est inquiété de la concomitance entre la tenue des procès et le forum de réconciliation nationale. Où en est l'initiative assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour? Justement, le comité technique de concertation du projet a tenu sa première session de l'année 2021 ce jour afin d'avoir les idées claires sur la question. Le bilan de la mise en œuvre des orientations a été fait, tout comme des recommandations ont été proposées en vue d'atteindre les objectifs fixés. La rencontre a réuni les acteurs sectoriels et les autorités locales. Abdoulrahim Niani. Cette première rencontre de l'année 2021 du cadre technique de concertation de l'initiative assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour vise à accélérer l'opérationnalisation de l'initiative. Après l'installation d'un secrétaire permanent en avril dernier, suivi des orientations données par le Conseil d'orientation stratégique, cette rencontre fait le point de la mise en œuvre des stratégies. Donc, les recommandations porteront sur comment accélérer la mise en œuvre de ces actions-là. Donc, en apportant certainement un appui, en organisant des concertations avec les sectoriels pour identifier les difficultés qu'ils rencontrent et donc proposer des pistes de solutions qui seront certainement validées par le Conseil d'orientation stratégique présidé par le Premier ministre lui-même. Cette rencontre réunit donc les acteurs directement impliqués dans la mise en œuvre de l'initiative pour une alimentation saine des élèves. Et pour la présidente du comité technique de concertation, le plus important est la disponibilité des stocks alimentaires et cette rencontre permet de proposer des solutions concrètes. L'initiative, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un projet nouveau. C'est au niveau des sectoriels, nous avons identifié les actions à améliorer pour que l'initiative du président du Faso puisse être une réalité. Donc, améliorer la disponibilité des denrées alimentaires. C'est pour ça que vous avez vu que le lancement est intervenu en début de saison pluvieuse avec des remises de semences et autres pour que les producteurs puissent travailler à disponibilité des aliments locaux. Et donc, au niveau des cantines scolaires également, nous allons accompagner les différents acteurs qui vont se réunir, qui vont identifier les difficultés, qui vont faire des propositions comment améliorer donc la gestion de ces cantines scolaires. Notons que cette initiative lancée par le président du Faso met un accent sur les produits locaux pour la prise en charge alimentaire des scolaires. C'est pourquoi le comité dit compter également sur l'engagement des organisations des producteurs afin de garantir à chaque élève au moins un repas équilibré par jour. Et en attendant l'effectivité de ce projet présidentiel, les élèves, eux, reprendront
le chemin des classes dans quelques jours. Après l'acquisition des fournitures scolaires, l'heure est maintenant aux dernières retouches de la tenue scolaire. Les couturiers mettent les bouchées doubles pour être dans les délais. Une de nos équipes a promené son micro ce jour dans quelques ateliers de couture de la ville de Ouagadougou. Voici ce qu'il en est. Salam Dabal avec la voix de Fatimata Nikiema. C'est une véritable course contre la montre qui est engagée dans l'atelier de couture de Idrissa Kéré, dans le quartier d'Agnoin de la ville de Ouagadougou. Spécialisé dans la confection des tenues scolaires, le vieux Kéré, comme l'appellent ses clients, doit mettre les bouchées doubles pour honorer ses rendez-vous. Il n'a plus que quelques heures pour finir les commandes. Il y a d'autres qui amènent chacun, si c'est 4 enfants comme ça, bon, chacun veut que chacun doit avoir deux tenues. Si je trouve que si le calculer va que comme c'est nombreux, je diminue encore. Même ceux qui ne sont pas tenus là, moi je leur demande pardon et n'en qu'à laisser, je vais attaquer carrément pour les tenues. Si les tenues là est fini, on va voir leur cas. Autre lieu, autre réalité. Ici, dans l'atelier de couture de Emakiba, toujours dans le quartier d'Agnoin, l'affluence est moindre. Et cela s'explique selon le patron des lieux. Ça vient, mais pas comme ça, puisque les gens disent qu'actuellement, ils ont trop de problèmes. Bon, il y a d'autres qui amènent, si on dit le prix, là, on ne s'entend pas, on parle avec ça. Bon, les années passées, ça, c'était mieux par rapport à cette année-là. Pour se faire le plein de clients en cette période, certains couturiers ont noué un partenariat avec des établissements scolaires publics et privés de la place. Un partenariat qui leur permet d'avoir une clientèle stable et fiable en chaque début d'année scolaire. Clarisse Ouedraogo est dans cette dynamique. Elle qui s'est lancée exclusivement dans la coupe couture dames arrive à tirer son épingle du jeu. Comme je ne suis pas très loin de l'école Petite Hélène, voilà. Donc, ce sont les établissements, c'est l'école Petite Hélène. Bon, il y a d'autres aussi, Calmé Kizito, voilà, Belém Tissé. Je cours uniquement que pour les filles. Les parents trouvent que c'est cher. D'autres trouvent que c'est cher, mais d'autres ne disent rien. Voilà. Bon, des fois, on se comprend. La rentrée des classes est donc une occasion pour beaucoup d'améliorer leur trésorerie. Si certains évoquent la vie chère pour expliquer la morosité du marché, d'autres par contre se frottent les mains et attendent que les parents d'élèves passent à la caisse pour le retrait des tenues de leurs enfants. Le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina Faso, SINAFEB, dénonce la non-application de la loi 081 portant statut général de la fonction publique. Dans une conférence de presse animée ce mercredi 29 septembre à Ouagadougou, les membres du SINAFEB ont dit combien cette situation pèse sur la carrière professionnelle de bon nombre d'entre eux. Ils exhortent donc le gouvernement à prendre ses responsabilités. Par ailleurs, ils exigent l'ouverture immédiate et sans condition du lycée Philippe Zenda Kabori. Mamidriana Kamabou. Le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina Faso, SINAFEB, appelle le gouvernement à l'application diligente de la loi 81 portant statut général de la fonction publique. Selon ce syndicat, la non-application de la dite loi a engendré le bouleversement de carrière des agents. Notre syndicat interpelle une fois de plus l'exécutif à l'application diligente de la loi 081 qui ne régit point des milliers d'agents dont on se sert illégalement pour les administrer en profitant de leur ignorance et de leurs fausses convictions entretenues par certains responsables administratifs, voire syndicaux, afin d'éviter l'arbitraire dans l'administration publique. Signalons que seuls les agents intégrés et titularisés après leur stage probatoire à partir de 2016 sont régis par la loi 081. Le syndicat exige du gouvernement la régularisation de dernières situations administratives des agents. Il demande aussi une harmonisation des traitements de salaire de base avec effet rétroactif des agents de l'État. Dans la loi 81, la loi 13, il est prévu des avancements de classe, des avancements d'échelon, des primes pour les fonctionnaires, des primes d'ancienneté et des primes de rendement pour les contractuels. Rien n'a été payé. Et la loi a dit
qu'il faut régulariser. L'article 199 de la loi 81 a dit de régulariser ces dernières situations administratives avant de reverser les gens. Ils ne l'ont pas fait. Et il n'y a pas un décret d'application même de cette disposition. C'est des arrêtés qu'on prend. Or, dans la hiérarchie des normes au niveau de la loi, avec la théorie kelsienne, alors, de la loi vient le décret et du décret dérive l'arrêté, ainsi de suite. Sur le choix du gouvernement de maintenir le lycée Philippe Zenda Kaboré fermé, le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina Faso exige sa réouverture sans condition. Il appelle par ailleurs l'ensemble du personnel de l'éducation à une prise de conscience et à la mobilisation pour défendre leur carrière. Le Conseil régional du Centre a tenu sa 3e session ordinaire ce 29 septembre 2021 à Ouagadougou. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment des délibérations et des communications. La cérémonie d'ouverture dans ce compte-rendu de Fatimata Nikiema. Cette 3e session ordinaire des élus régionaux du centre va délibérer sur une convention avec l'Association des chansonniers traditionnels et sur un programme de développement de la filière maraîchère. Mais au-delà des discussions sur ces différents sujets, ces participants entendront également des communications. Notamment une communication qui sera assurée par la DGS du ministère de la Santé sur les réformes. Vous savez qu'aujourd'hui, M. le ministre de la Santé a entrepris des réformes et souhaiterait l'implication des conseils régionaux. Donc il y aura une communication à cet effet et également aussi une communication sur la situation de la pandémie à Covid-19 au niveau de la région du centre. Pour nous, il est intéressant que les conseillers régionaux sachent exactement quelle est la situation au niveau de notre région. Le président du conseil régional du centre a saisi également ce rendez-vous pour présenter son tout nouveau bus aux participants. Ce dernier a aussi invité ses collaborateurs à la vaccination contre la maladie à coronavirus. Et à ma qualité de champion régional vaccination, nous avons associé une équipe du ministère pour ceux qui sont intéressés pour la vaccination contre la pandémie à Covid-19. Et nous profitons également de l'occasion aujourd'hui pour présenter officiellement le tout premier bus du Conseil régional du centre. Il a été aussi question de l'organisation des journées portes ouvertes du Conseil régional du centre qui se tiendra les 28, 29 et 30 octobre 2021. Une activité qui sera ponctuée par des expositions et des décorations selon Erika Tiemtori. 2 avenues dans la commune de Samba constituent un véritable casse-tête aussi bien pour les usagers que pour les autorités communales de la localité. Pour les uns, emprunter ces voies relève du parcours du combattant et pour les autres, leur réflexion se présente comme une équation. Cyril Gungunga et Joseph Ouedraogo, c'est de ces avenues dont il s'agit, sont à la base bitumées, mais aujourd'hui présentent un aspect totalement différent. La municipalité dit prendre le problème à bras le corps et promet un changement positif pour bientôt. Reportage de Michael Tougri avec la voix de Abdoulrahim Magnéni. Dans la commune rurale de Samba, circuler sur les avenues Cyril Gungunga et Joseph Ouedraogo exige chez les usagers d'observer une prudence absolue. À tout moment, vous pouvez être surpris par des nids de poules. L'état de dégradation des 2 voies est bien visible. Et les usagers ne manquent pas de s'indigner sur l'état actuel des avenues Cyril Gungunga et Joseph Ouedraogo. Il n'y a plus de route à Samba. On nous avait dit que si le MPP venait au pouvoir, ils allaient arranger la voie pour nous. Cela fait plus d'1 an qu'ils sont aux affaires, mais rien jusqu'à présent. Parlant de dégradation de la voie, à Saba, ça a toujours été le cas. Ils viennent promettre beaucoup de choses pendant la campagne électorale. Mais quand la campagne finit, ils ne parlent même plus de Saba. C'est comme si on n'était même pas des Burkinabés. Interrogé sur la question de dégradation des 2 principales voies d'accès à Samba, le maire de la dite commune estime que l'état des routes constitue une préoccupation pour son conseil municipal. Depuis 3 ans, le conseil adopte un budget pour une remise à niveau des tronçons. Cette année, Joseph Dipama promet de repenser les nids de poules
afin de faciliter la circulation. C'est pour dire que nous sommes conscients et nous suivons au jour le jour les critiques des populations, des usagers, mais aussi nous avons un programme. Disons que depuis 2 mois et quelques, nous avons voulu commencer, en tout cas, la remise à niveau de ces différentes voies-là. Mais nous rencontrons aussi des difficultés avec les entreprises, parce que en temps de saison pluvieuse, il a été dit qu'il est très difficile de pouvoir mener ces activités-là, parce que c'est la saison pluvieuse qui nous retenait. Et donc je pense qu'on doit être fin prêt pour engager ces travaux. Pour les travaux de réhabilitation des 2 routes, c'est un budget de plus de 9 millions de francs CFA qui sera injecté, précise le maire de la commune de Samba. Il faut rappeler que les avenues Cyril Gungunga et Joseph Ouedraogo sont longues chacune de 4 km. La réhabilitation de ces 2 routes sera un ouf de soulagement pour les usagers. Du côté de Bobo Dioulasso, ce samedi a eu lieu la finale de la première édition du tournoi mini-football de Farakan. Placé sous le parrainage du directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Ouagadougou, Issa Ouedraogo, cette rencontre sportive a pour but d'occuper sainement les jeunes du quartier Farakan de la ville de Sia durant le temps des vacances. Le point avec notre correspondant Joseph Koudougou. Occuper sainement les jeunes pendant les vacances et créer un cadre de détection de talents, c'est l'objectif recherché à travers ce tournoi dénommé Mini-Foot. Premier du genre, cette compétition est née de la volonté d'un fils du quartier Farakan de la ville de Bobo Dioulasso. On a organisé ce tournoi Mini-Foot de Farakan pour égayer la jeune génération. Voilà, nous avons pour objectif d'occuper les jeunes pendant ces vacances, de les soutenir avec du kit scolaire. Également aussi, c'est une occasion pour eux de se faire valoir, puisqu'il y a des talents parmi ces jeunes qui sont méconnus. Mais grâce à cette occasion de ce tournoi mini-foot de Farakan, ils seront connus, puisqu'il y a des recruteurs qui étaient là parmi nous. Le parrain de cette première édition, Issa Ouedraogo, également originaire du quartier Farakan, n'a pas hésité à accompagner cette initiative à travers un don de kits scolaires. Et lorsque j'ai été sollicité pour le parrainage, je n'ai pas hésité un seul instant parce que nous savons les défis que relèvent les élèves de ce quartier-là. Nous avons grandi tous ici et nous savons que la plupart des familles sont dans une certaine précarité et même la scolarité des enfants est une entreprise qui n'est pas du tout facile pour ces familles-là. Donc nous avons souhaité les appuyer un tout petit peu avec du kit scolaire pour que des étudiants, enfin des élèves, excusez-moi, qui sont orphelins puissent aller à l'école. Et en perspective, nous souhaitons les années à venir essayer de les accompagner sur le plan, enfin avec quelques bourses là, sur le plan des frais scolaires. Un geste du parrain à l'endroit des enfants démunis qui a été salué par les sages du quartier. Bon, l'initiative là est bonne. On demande que les autres jeunes aussi dans les emplois là, qui prennent exemple sur les petits frères. Celle qu'il a fait là, c'est bon. Par rapport aux enfants orphelins là, c'est ça même moi-même je soutiens, c'est bon, c'est une bonne initiative. On le souhaite bonne chance et courage. Ils ont dit, les n'a laissé ça, ce n'est pas là qu'ils écoutent les gens. Voilà, je souhaite bonne chance. Il est dans un service, je souhaite qu'il gagne la retraite en bonne santé et venir nous trouver dans le même Farakan. Je remercie tout le monde. Cette finale qui a opposé FC Talent à FC Vitesse s'est soldée par la victoire de FC Vitesse. Et il a fallu la séance des tirs au but pour départager les deux formations. L'équipe championne, en plus du trophée, repart avec 3 ballons, des kits scolaires et une enveloppe financière. Hors de chez nous, l'Organisation mondiale de la santé est gravement mise en cause par une commission d'enquête indépendante sur les violences sexuelles commises par certains de ses employés en République démocratique du Congo. Ces conclusions dévoilées hier dénoncent des défaillances structurelles et des négligences individuelles. Les faits remontent à 2018. Ils concernent une dizaine de cas d'abus sexuels commis par des employés locaux ou expatriés de l'OMS chargés de lutter contre l'épidémie d'Ebola.
Un jour sombre pour l'OMS, c'est ainsi qu'a réagi le patron de l'Organisation mondiale de la santé ce mardi. Réaction à la publication d'un rapport d'enquête qui met en lumière des cas de violences sexuelles commises par des membres de l'OMS employés en République démocratique du Congo. Pendant près d'un an, une commission indépendante a enquêté sur les allégations d'abus sexuels et les conclusions sont sans appel, dénonçant des défaillances structurelles et des négligences individuelles. Je suis désolé de ce qui vous a été imposé par des personnes qui étaient employées par l'OMS pour vous servir et vous protéger. Je suis désolé pour les souffrances continues que cet événement vous a causées. Je suis désolé que vous ayez dû les revivre en répondant aux questions de la commission d'enquête. Les faits se sont produits entre 2018 et 2020 lors de missions de l'OMS durant l'épidémie d'Ebola en RDC. Des dizaines de femmes se sont vues proposer du travail en échange de rapports sexuels. Certaines ont aussi été victimes de viols. Les auteurs présumés de ces violences sexuelles ont été écartés de leur poste. Le patron de l'OMS a promis des sanctions sévères contre les coupables. Fin de cette édition. Merci à tous. Je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.